contes de vie, présenté par Olivier Charnet. Alors bonjour à tous, bienvenue sur Radio Val d'Azergue. Alors pour une émission un peu particulière, puisqu'aujourd'hui je reçois le président de l'association donc RVAZ et qui s'appelle Jean-Luc Torre-Quadra. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Olivier. Alors pourquoi cet accent du sud mal fait? Mais j'adore le sud, parce que toi tu viens du bassin méditerranéen, il me semble. Tout à fait, tout à fait. Alors d'où viens-tu exactement? J'arrive tout droit de la Tunisie. Oh. Oui, parfaitement. Eh bien, on va revenir là-dessus un petit peu après, mais d'abord, on va partir sur le principe de la rencontre. Alors, comment on s'est rencontrés selon toi? Alors, ça c'est sympa. On s'est rencontrés au tout début de notre radio Val d'Azergue, qui était d'ailleurs, je me demande si on n'était pas encore Elena, mais en tout cas, j'étais avec Guillaume et on avait décidé d'aller filmer le salon du livre. Et en arrivant au salon du livre à Chazay, Guillaume m'a dit « Tiens, regarde, je te présente mon professeur. Tu étais à l'entrée avec tout plein de tablettes. Je ne sais pas ce que tu trifouillais, mais enfin, j'ai rien compris. Mais en tout cas, on a fait connaissance et le courant, il est passé tout de suite. Donc, voilà. C'est vrai. Et on s'est dit… on se reverra un jour. C'est ça. Et le jour n'a pas trop tardé, puisque quelques semaines plus tard, tu m'as convié aux préparatifs de ce grand projet qui était Antigone à Chazay-d'Azergue. C'est vrai, avec eux tous là qui sont à la régie forcément, parce qu'ils nous suivent depuis longtemps, parce que c'est aussi les membres fondateurs de la nouvelle radio, donc RVAZ. Mais maintenant qu'on a posé un peu les bases, on va revenir justement à cette vie qui est multiple, qui est la tienne. Donc toi, tu es né à Tunis. Tout à fait. Et à quelle époque? Et qu'est-ce qui se passe après? Comment ça se fait que tu sois arrivé ici? Alors, je suis né en 1956, d'un papa sicilien, italien, d'une maman française, mais voilà. Mais ma famille originaire d'un tout petite île qui s'appelle Pantellerie, qui est une île sicilienne. Donc toute ma famille, mes grands-parents, tous sont originaires de là-bas. Et ils avaient traversé un petit peu pour arriver en Tunisie, comme beaucoup d'Italiens, au même moment que les Français. Hein. Toute la colonisation était en route. Et puis voilà, sont arrivés les événements alors d'Algérie, mais aussi de Tunisie. La Tunisie étant un protectorat à l'époque. Hein. Et comme ça sentait le roussi, voilà, on a fait comprendre aux familles. Nous, on était français, les enfants et maman. Hein, on a fait comprendre aux familles d'origine française, hein, de toute façon, qu'il fallait retraverser la Méditerranée et rentrer dans notre pays parce que ça allait mal se finir. Donc, tu as pris le bateau, je suppose, comme tous les pieds noirs. On a pris le boat people, oui, à l'époque. On est rentré sans rien du tout. Hein. Mon père cherchant du travail en France, puisqu'à l'origine, il avait une très belle société à Tunis. Mais vous êtes arrivé, donc tu as débarqué à Marseille. Oui. Okay, et ensuite, donc tu as une partie de ta famille, tu m'as dit, qui a… Alors ça a migré un peu dans tous les sens. Voilà, il y a une partie qui est partie en Italie, une partie qui est restée sur le sud, à Marseille, Toulon et autres. Et puis nous, on est monté à Lyon parce que ma maman avait son frère déjà, qui était sur Lyon. Voilà. Donc elle a voulu rejoindre sa famille. Et donc tu arrives à Villeurbanne. À Villeurbanne, oui. Dans un lieu très particulier que tu vas nommer le… Alors mon papa cherchant du travail, parce que comme je vous le disais, il travaillait dans un General Motors, hein, dans un grand garage dieseliste. Comme dieseliste, c'était quand même quelque chose de très original. Et il a trouvé du travail chez un tout nouveau dieseliste à Villeurbanne. Et c'est ce patron qui possédait des appartements et des locations et qui lui a proposé, c'est tout ce qui lui restait, hein, un charbonnier. Quand je dis un charbonnier, c'était un vrai charbonnier, c'est là où il y avait le charbon. Quand ils sont arrivés, il y avait du charbon entreposé dans ce grenier, sous les toits. À l'époque, je mange le nom, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais vous savez, ce truc avec la tringle où on levait le vasistas sur le toit, là. Oui. Il y a un nom, mais je ne m'en rappelle plus. Donc voilà, donc la première des choses qui a été, c'est que toute la famille, donc je te parlais des frères, parce que finalement c'est 2 frères qui habitaient à Lyon, les frères de maman et tout ça, le week-end ils se sont mis à nettoyer ce foutu grenier, le mettre a priori en état. On a pu avoir une chambre pour mes parents, une chambre pour nous, un petit séjour et une petite cuisine. Ouais. Et on a habité pendant
plusieurs années, le temps de trouver quelque chose de plus stable. Alors, ce que me disaient effectivement les pieds noirs que je connaissais, ils me disaient qu'effectivement la transition entre le bassin méditerranéen et le nord, puisque c'est le cas, avait été extrêmement dure, surtout au niveau climat. Tout à fait. Ouais. Alors, elle a été très dure au niveau climat et très dure au niveau de l'accueil, parce qu'on était, entre guillemets, très mal vus. En revenant en France, on était très mal vus, et je parlais du charbonnier, il y avait des voisins qui étaient dans les autres étages, qui nous ont vu arriver, mes parents et les 2 enfants, avec leurs valises à la main. Hein. Et je peux dire, enfin ça, j'étais trop petit pour m'en souvenir, mais mon frère et mes parents nous l'ont suffisamment raconté. Pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ils se croisaient dans les escaliers sans trop... voilà, on était vraiment les immigrés, quoi. Hein. Excusez-moi l'expression, mais c'était ça. Et puis un jour, maman, elle a eu l'idée, à sa façon, j'appelle ça, moi, la fête des voisins de ma maman, parce que en 1962, il fallait quand même le faire, ou 63, voilà. Elle a décidé d'inviter toute la montée d'escalier à la maison. Et de lui montrer de quoi on était capable. Parce que nous, dans nos familles, c'est pas 1, c'est pas 2, c'est 15, 20 personnes. Oui, c'est les traditions d'accueil. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un géant big couscous, avec bien sûr ce qu'on appelle dans les pays du Sud la kémia, hein, vous devez connaître ça, des petits apéritifs bien... voilà. Et ils ne voulaient plus repartir, ces gens-là. Ils étaient tellement bien chez nous, à discuter, à faire connaissance, que... Et à partir de là, on ne s'est plus quitté, et ce sont toujours de grands amis. Voilà. Ah, c'est chouette. Voilà. Tu racontes bien. Vraiment, oui. ça m'émeut vraiment, parce que on sent vraiment le vécu difficile. Tout à fait. On a eu un vécu difficile, oui. Mon frère et moi. On peut dire mais surtout mes parents. Je me souviens de ce poêle à charbon qui était à l'entrée de cette maison. Et pour vous dire, le couloir, c'était une verrière comme ça, comme on a, nous, nos studios. Toute vitrée, donc un froid glacial. Et il faut savoir que l'hiver, on avait les glaçons qui pendaient au vasistas. Donc c'était quand même pas une vie... mais on était là, on était content d'être là, d'avoir trouvé un toit, parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas eu cette chance. Et puis voilà, et par la force des choses, maman a trouvé enfin pas tout de suite, parce qu'elle a continué à vouloir nous élever, hein, parce qu'elle avait une très très bonne situation à la banque, à la BNP à l'époque. Elle a tout lâché pour être mère à la maison, au foyer, hein, pour nous élever, pendant que papa, lui, il reprenait son boulot dans le diesel, quoi. Ok. Voilà. On arrive donc après ton collège à Bron, où tu vas le faire justement, et tes parents qui vont, il me semble, créer une station-service, enfin un truc fantastique. Oui, une station-service à Bron, je peux nommer la marque, c'était Shell Service. Ouais. Ça a été que du bonheur, parce que là, par contre, on avait un appartement digne de ce nom, au-dessus de la station. C'était une station familiale, puisque c'était les oncles, toute la famille qui travaillait. Il y avait le mécano, il y avait le comptable, il y avait le gars qui faisait la piste. Il y avait, voilà. Donc cette station qui a été créée de toutes pièces à Bron, et qui a vécu des jours heureux, parce que Bron, à l'époque, quand je vous parle de ça dans les années 65-70, Bron, c'était le passage de toutes les voitures qui allaient au sport d'hiver. Et c'était la station où on achetait... Il n'y avait pas d'autoroute, non, avant la montagne. À l'époque, il n'y avait pas d'autoroute. Donc avant d'attaquer la montagne, les gens s'arrêtaient à Bron. Et tous les commerçants étaient heureux, parce qu'il n'y avait pas que l'essence. Donc ils faisaient le plein. Ils faisaient faire les révisions, parce qu'à l'époque, on avait la pompe pour les pneus, c'était à pompe à main, hein. Et mon frère et moi, on faisait des petites pézettes pour nos jours heureux aussi, parce qu'on servait, on avait la sacoche, on servait, on faisait la pompe, on faisait les lavages à la main, enfin on faisait un tas de trucs. Pour nous, on était heureux parce qu'on avait notre argent de poche. Et puis les boulangers, tout ça, les charcutiers, ils vendaient pour attaquer la montagne, quoi. Voilà. Et ça a duré pas mal d'années, jusqu'à ce que l'autoroute Area s'ouvre. Le Carrefour, pour ne pas le nommer, enfin une grande marque, s'est mis à vendre l'essence moins chère en libre service, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et que le chiffre d'affaires a considérablement baissé, et donc ils ont décidé, avant de se retrouver en liquidation, de faire autre chose. Voilà. Alors toi, donc tu as cette période enchantée, tu vas ensuite basculer sur le lycée Saint-Just, il me semble. Alors Jean Moulin, le lycée Jean Moulin à Saint-Just. Voilà, donc et là,
ça a été pour moi de très bons souvenirs. Et au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, après tant d'années, on est tous sur WhatsApp et sur Facebook et on s'écrit encore entre les copains d'école et copines d'école, parce que juste en face, il y avait le lycée Saint-Just qui était réservé aux filles. Oui, parce qu'à l'époque, c'était pas mixte. Et nous, on était le lycée Jean Moulin réservé. Et ils avaient trouvé la subtilité de décaler l'horaire d'entrée et de sortie pour pas qu'on se voit avec les filles. Tu penses bien, il y avait une belle pelouse au milieu. Et notre grand jeu, c'était de descendre le Gourguillon, si tu connais un peu Saint-Jean, sur nos cartables quand c'était bien. Voilà. Ouais. Non, voilà, on a de très très bons souvenirs. Ok. Jusqu'au bac. Voilà. Alors justement, le bac, vient le moment où, comme dirait ta maman, la fête est finie. Voilà. Pour la cité. À partir de là, donc je suis rentré en 71, donc 75. J'étais de la 6, donc j'avais possibilité de décaler encore un petit peu pour faire mon armée, parce qu'à l'époque... Je n'en ai pas parlé, effectivement. Voilà, à l'époque, il fallait partir à l'armée, mais j'avais un an et demi de battement. Je n'allais pas rester les mains dans les poches, parce que là, vu la vie qu'on avait menée, il fallait trouver du travail. Et ma mère, en regardant le journal, elle voit une annonce qui dit, bah tiens, à la sécurité sociale, on recherche du personnel. Alors, je pense pour ma mère, avoir son fils qui rentrait dans une administration à la sécurité sociale, elle m'a dit, bah dis donc, je t'ai trouvé ce qu'il faut, tu vas vite aller passer il fallait passer un concours. On était 800 à l'ancienne cité, enfin l'ancien foire de Lyon, la cité internationale, qui a été démolie depuis. 800 dans une grande salle où on nous a fait passer une dictée, un peu de mathématiques, pour voir un peu notre niveau, une petite rédaction. Et puis voilà, et j'ai été reçu dans les tout premiers. Félicitations. Non mais c'est vrai, c'est bien. Voilà. Et parmi les 800, donc il y a eu peut-être un wagon d'une vingtaine de jeunes qui ont été reçus et qui sont rentrés donc à la sécurité sociale. Alors moi, c'était la branche pension retraite, voilà, qui aujourd'hui est la CARSAT. Et j'y suis resté toute ma carrière. Puisque, alors, voilà. Tu m'as dit que tu avais rencontré ta femme, mais avant ça, je voudrais que tu me racontes une anecdote alors, sur cette grande période de ta vie quand même. Une anecdote qui s'effacera jamais de ma tête, qui s'effacera. Voilà. Alors, je vais vous parler le jour de mon recrutement, de mon arrivée. Donc, j'arrive et j'ai été reçu et je commençais le 1er septembre. Et fin août, maman me dit, oh mon fils, c'est comme ça qu'elle m'a toujours parlé, oh mon fils, tu rentres dans l'administration, je sais ce que c'est, on va aller t'acheter ce qu'il faut. Donc on est parti dans les magasins de textiles et chaussures et autres, et elle m'a équipé costard, cravate, chemise blanche, l'école blanc quoi. Vous savez de quoi je parle. Ouais. Costard, cravate, chaussures sur mon 31, pour aller au premier jour de travail. Et quand je suis arrivé là-bas, bon, j'ai attendu un petit moment parce qu'à l'époque, c'était tout rythmé à la sonnerie, comme à l'école, tu vois. 8h midi, 2h, 6h. C'était les horaires de travail. Quoi. Et il y avait dans les services, il y avait une cage qu'on appelle la cage en verre, la même chose un petit peu que nous, où il y avait le chef de service qui était toujours là-bas derrière. Les bureaux, c'était des grands bureaux métalliques et on était les uns à la queue leu pour faire notre boulot. Et il fallait aller signer le registre. Et si tu avais 1 ou 2 minutes de retard, le registre avait disparu. C'est presque on te collait, quoi. C'est pas ça, mais enfin, on te faisait remarquer que tu étais en retard, quoi. Il fallait toquer pour dire je suis en retard, est-ce que je peux signer le registre? On était tous en blouse, normalement. Ils étaient tous en blouse. Et moi, je me pointe avec mon costard cravate. Déjà, fusil mitraillette, ils me regardaient tous. Qui c'est ce mec qui arrive en costard cravate? Et moi, je comprenais pas de les voir avec des blouses grises. Voilà, je dis, bon, putain, ma mère m'a dit que je rentrais dans l'administration. Je me voyais en train de faire le scribouillard avec mon costard cravate et tout. Bon. Et j'ai passé une demi-journée comme ça, et vers le temps de voir le service du personnel, tout ça, les formalités d'entrée, quoi. Et aux alentours des 10h30, 11h, on me dit, on va t'emmener voir le chef. Donc je vais voir le chef. Et le chef me dit, c'est bien. Et ben je te confie, alors à l'époque, il y avait chef, il y avait adjoint, et machin, et on me confie l'agent de maîtrise qui me dit, très bien. Et puis je voyais bien que l'agent de maîtrise me regardait, un drôle d'œil. Je dis, putain, d'accord, c'est une administration de femmes, hein. Il y a un mec qui arrive, je comprends bien. Il n'y en avait pas beaucoup des mecs à l'époque, à la Sécu. Mais bon, qu'est-ce qu'ils ont tous à me regarder comme ça, quoi. Je suis le nouveau venu, mais quand même, quoi. Et là, j'ai compris. L'agent de maîtrise me dit, tu vas me suivre. Et là, on prend l'ascenseur et elle me descend dans un sous-sol où il y avait un plafond à 5 mètres de haut, des armoires, ce qu'on appelait à l'époque des épis en métal, vous savez, comme on met dans
les archives, quoi. Avec des grandes échelles, avec un plateau, là. Et là, toutes ces épis étaient vides. Il y avait des piliers qui soutenaient le sous-sol. Et tout le long des piliers, il y avait des cartons avec des montagnes de dossiers de pension, soit retraite, soit de reversion. Alors, j'en parle aisément maintenant. Et elle me dit, bah, tu vois, pour te mettre en jambe aujourd'hui, là, tu vas classer. Tu vas prendre tous les cartons, tu vas classer par ordre de numéro, comme tu dis ton numéro de sécu, hein, voilà, par ordre de numéro, et tu vas les rentrer, les classer dans les meubles. La blouse. Hein, bah, définitivement la blouse. Ok, pas de problème. Alors je m'y mets. J'étais tranquille, j'étais tout seul, on était, ou deux, quoi. Il y avait une petite jeune qui était un peu plus loin, mais qui m'avait rien expliqué du tout. Et j'ai fait, moi, fier. Midi sonne, j'avais pas de copains, je connaissais personne. Hein, pour manger un bout, j'avais amené mon casse-croûte, tout ça. Donc 2 heures à rien foutre, à tourner en rond. Donc j'avais repris, moi, bien avant, à classer mes trucs. Et vers 16 heures, puisqu'on sortait vers 17-18 heures à l'époque, elle revient vers moi. Et moi, fier. Le meuble était rempli de dossiers. Tout bien classé. Fier de moi. Je ne m'étais encore pas vu hein, dans le miroir. Hein, ouais. Et elle me dit, alors Jean-Luc, ça s'est bien passé cette... Ah, j'ai dit, oui, super, pas de souci. Et elle me dit, bon, alors explique-moi, alors, dans l'armoire, là, où c'est que tu as mis les pensions de reversion et où c'est que tu as mis les droits personnels? Je regarde tout le monde, je lui dis, c'est quoi ça? Elle me dit, bah oui, ici, on traite les droits retraite personnelle, puis les pensions de reversion. Et il faut 2 armoires. Et il y avait 2 épis, effectivement. Ah, mais je lui dis, mais madame, moi... C'est tout classé par ordre. Là, voilà Tipa qui monte sur l'échelle et hop, elle met le dossier par terre. Pof, ça c'est à reclasser, ça à reclasser. Et la pile qui remontait le long du pilier pour le lendemain. Elle m'a dit, bah tu vois, demain, il faut tout faire ce que je viens de faire parce qu'il y avait un code on avait oublié ou omis de me dire ou j'avais pas entendu. Voilà. Mais ça, c'était pour la petite histoire. J'avais déjà les boules d'être obligé de refaire tout ça le lendemain, mais c'est pas grave. Et alors, tu rentres enfin, tu dois. Je rentre à la maison et j'explique à ma mère. Je lui dis, mais j'ai pas eu le temps d'expliquer. Quand elle m'a vu, elle m'a dit, mais t'es passé où? Je lui ai dit, je suis passé où? Je suis passé au boulot, quoi. Elle m'a dit, mais tu t'es vu? Alors mon costard, noir, qui était peut-être gris ou je sais plus la couleur, mais enfin il avait un. Mais je te parle pas de mon col de chemise. Ma chemise, c'était noir, charbonnier. Même le visage, j'avais. Elle m'a dit, tu vas aller prendre une douche, tu vas te nettoyer. Et qu'est-ce que tu as? Alors je lui ai expliqué. Et là, j'ai dit, maman, je croyais être rentré dans une administration telle que ça. Mais non, c'est pas du tout le boulot qui m'attend. Mon titre de démarrage, ça s'appelait un archiviste. Ouais. Pas mal, je reconnais. Bon, tu passes tes 40 ans, enfin, entre-temps, et surtout, tu migres à Civrieux, alors que tu n'étais pas à Civrieux. Pourquoi donc? Eh bien, parce que la même mésaventure est arrivée derrière nous. Comme je t'expliquais, on était à peu près une quarantaine à avoir réussi l'examen. Et quelques mois plus tard, est rentré un autre wagon. Et là, par contre, on a été chargé de leur expliquer comment ça fonctionnait. Et donc, j'ai eu la chance d'expliquer à une jeune fille comment ça fonctionnait. Et puis bon, je ne vous fais pas de dessin, cette jeune fille habitait Civrieux-d'Azergues. Pays paumé à l'époque, je ne savais même pas où c'était, la vallée d'Azergues. Parce que moi, j'habitais à Dessines, Bron-Dessines. Et elle habitait Civrieux-d'Azergues. Bon, on a sympathisé. Elle prenait le bus à Saint-Paul, la ligne maintenant qui est le 118 qui va jusqu'à Villefranche. Hein. Et bon, on a sympathisé, puis bon, les choses se sont faites comme ça. Après, je ne vous fais pas de dessin de ce qui s'est passé, mais... C'est devenu ta femme. Voilà, c'est devenu ma femme. Mais il y a eu quand même quelques aventures lorsqu'il a fallu que je vienne à Civrieux, parce que je ne connaissais pas du tout le pays. Est-ce que ça t'a plu? J'ai été subjugué. Subjugué parce que je passais du HLM à la campagne. Alors justement, là, on fait une micro-pause parce que je vais insérer la vidéo. Alors là, tu vois, ma maison se situe là où on voit la zone industrielle, route de Marcilly, juste à la limite Marcilly-Civrieux, là-bas. Et si tu veux, quand je suis arrivé à Civrieux, il y avait des choses qui m'ont fait marrer. On allait chercher le lait à la ferme au centre-village, donc où il y a aujourd'hui l'entrée du village avec le tabac, le fleuriste et tout ça. Il y avait donc la ferme. On allait chercher notre lait. On prenait notre pain aussi chez la petite dame où il y a la boulangerie bio maintenant. Mais par contre, ce qui me choquait, c'est que en arrivant avec une petite... Moi, à l'époque, j'avais une vieille Diane. J'arrivais, il y avait les vaches sur la route qui partaient du village et qui allaient dans le pré
voisin où maintenant il y a zone industrielle. Donc à l'époque, il n'y avait pas 18 000 véhicules jour qui passent devant chez moi. Et donc, parce que celle qu'on a faite justement tout à l'heure. Oui. Et donc, une fois que tu es à Civrieux, tu vas t'investir, il me semble, tout à fait. dans les associations. Mais avant, il faut signifier aussi que toi, tu as un côté sportif. Oui. Ouais, et ta spécialité, et c'est pour ça aussi qu'on va y venir dans le Alors, tout jeune déjà à Bron, donc je suis rentré dans le club de Bron, j'étais tout jeune, de handball, parce que ça me plaisait bien. J'avais une douzaine d'années, je me suis fait beaucoup de copains au handball club de Bron. Et j'ai eu la chance de faire ma carrière dans le handball à Bron jusqu'en National 2. J'étais gardien de but en National 2 et Bron jouait en National 2 à l'époque. Maintenant, c'est Villefranche-sur-Saône qui joue, mais en une même, je crois. Mais en tout cas, nous, on jouait en National 2. Et j'ai vraiment pris du plaisir à jouer au handball. Et quand je suis arrivé à Civrieux, venait juste de se créer un club de handball. Là encore, une anecdote, mais alors j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Lionel Besançon, je le nomme parce que c'est un très grand copain de Civrieux Laser. Lionel Besançon venait de créer le Handball Club Civrieux, CHC. C'était le 13 juillet au soir, il y avait le feu d'artifice, la fête, et c'était mon premier 13 juillet à Civrieux Laser. Et je rencontre, puis comme je te dis, je m'investissais, j'ai essayé de faire connaissance les uns les autres. J'ai dit, tiens, il y a un club de handball et tout. Et on me présente Lionel qui était le président. Puis il me dit, mais tu viens de National 2, tu as joué à Bron, tout ça. Je dis oui. Ben, il me dit, mais tu nous intéresses. Il appelle 2, 3, 4 copains, puis il dit, oh les copains, regardez, je vous présente votre futur coach pour la rentrée prochaine. Ok, pour le mois de septembre. Et ça a été fait, je me suis trouvé coach de l'équipe 1 du Civrieux Handball Club, puis ensuite membre du bureau, puis ensuite membre du groupement sportif, puis ensuite à la mairie. Voilà. Alors justement, donc, tu t'investis dans les associations, articule Olivier. Oui. Ouais, c'est ça. Et ensuite, tu vas passer donc l'étape justement de la mairie. Alors raconte-nous ça. Et après, je crois qu'il y a la radio qui s'entremêle justement à tout ça. Donc alors, là, tu vas dérouler pour tout le monde. Je vais dérouler, mais je vais essayer de faire vite parce que j'ai vraiment quand même un parcours de vie, puisque c'est ton émission qui est quand même assez assurée. Oui, j'arrive donc donc je t'explique, coach de l'équipe 1, c'est là que je fais beaucoup de rencontres, puis ensuite investi dans d'autres associations, l'association des familles, dont c'était d'ailleurs le grand-père et la grand-mère de Guillaume qui menaient l'activité. J'ai pris plaisir à Civrieux d'avoir ce petit village qui faisait des festivités locales et autres. Et bon, beaucoup d'associatifs, hein, tu l'as compris. Voilà, je suis rentré dans j'ai contacté beaucoup de gens. Et il y a eu, donc, j'étais membre, comme je te le disais, du groupement sportif, où il y avait tous les clubs de sport. J'ai été membre d'autres associations et petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Et parallèlement, mes enfants sont venus à l'école ici, dans ce très beau château. Dans lequel on est d'ailleurs. Où nous sommes. Et on a une petite affinité avec le château. Et donc, je me suis trouvé pendant 10 ans président des parents d'élèves de l'appel Notre-Dame de Lourdes. Là encore, j'ai fait énormément de connaissances et j'ai pris un plaisir fou à être président parce qu'on était une équipe de parents d'élèves dynamique et qui faisait beaucoup de choses. D'ailleurs, à ce propos-là, je fais une micro-insertion parce que Civrieux était jumelé, il me semble, avec l'Allemagne. Et il me semble que quand tu vas devenir maire, à un moment, tu vas rencontrer pas mal de monde, dont je crois que c'est Benoît XVI, il me semble. Tout à fait, au Vatican, j'ai eu la chance. Alors ça, c'est alors, est-ce que je parle du maire et on revient dessus? Oui, tu vas parler donc, du maire. tout ça a fait que, investi pour investi, Madame le maire de l'époque me dit, Jean-Luc, je recherche un conseiller municipal, Marielle Sigalas, maire de Civrieux à l'époque. Elle me dit, est-ce que tu voudrais rentrer dans mon équipe pour t'occuper des sports, évidemment, des associations et de l'entretien des bâtiments, parce que j'avais aussi une formation sur les travaux publics, tout ça. Donc voilà. Que tu avais fait où d'ailleurs? À la CARSAT, parallèlement. Ça, c'est bien, ça. Parce que depuis archiviste, j'ai quand même eu un autre... oui, c'est pour ça qu'on est passé rapidement. J'ai terminé au bout de 40 années à être responsable de division, chargé de l'hygiène, la sécurité et les travaux. D'accord, donc tu t'es formé là-dessus. Voilà, donc j'ai eu une formation, et voilà, j'ai eu un déroulement de carrière assez symbolique à la CARSAT et j'en suis très content. Ceci dit, donc j'ai accepté ce poste comme adjoint. J'ai été élu adjoint, chargé des associations et tout ça. Et ça a duré les 6 années de mandat de Marielle Sigalas, jusqu'à ce que
ne décide pas de se représenter et que j'ai pris la suite sous la même étiquette parce qu'il n'y avait pas d'opposition à l'époque à Civrieux. Et j'ai donc été élu maire de la commune. Et là, je me suis aussi beaucoup éclaté. Je dis à tous ceux qui m'entendent que pour rien au monde, je voudrais revenir maire dans une commune parce qu'avec tout ce qu'on voit maintenant, je sais que c'est complexe, ça devient très compliqué. Mais les époques anciennes d'adjoint ou de maire, même pendant mon mandat, on a passé de très bons moments. Des mauvais moments. Tu avais une proximité avec les gens. Voilà, mais de très bons moments. Une convivialité dans le village, des festivités, des choses. Et donc, en parlant de festivités, il y a eu un comité de jumelage qui s'était créé avec Marielle Sigalas, avec les Italiens de Corciano, avec qui on est jumelés, parce que nous, on a une particularité, c'est qu'on a un triple jumelage. Voilà. Et on a le même nombre de kilomètres, c'est-à-dire qu'on forme un triangle entre Pentling en Allemagne et Corciano. Les Allemands étaient déjà jumelés avec les Italiens, nous on s'est jumelés avec les Italiens, et ensuite on s'est jumelés avec les Allemands. Donc ce triangle, il fonctionne parfaitement bien. Le Covid a fait depuis 2 ans que tout s'est cassé, mais ça va repartir. Et donc, je me suis trouvé à représenter la commune de Civrieux dans plusieurs festivités, notamment la remise du drapeau européen par le Parlement. Enfin, on est allé au Parlement européen, on a eu plein de choses, mais des moments vraiment, en tant que maire, des moments qui nous ont vraiment fait évoluer et puis qui nous ont aussi apporté du bonheur. Je le dis, ça nous a apporté du bonheur. Même si parfois il y avait des choses qui étaient difficiles à vivre, mais on a eu plus de joie que de tristesse. Or, aujourd'hui, je pense que c'est un peu plus le contraire. Et donc... Vatican. Il se trouve que la commune avec qui on est jumelé, qui est la commune de Pentling, le pape Benoît XVI est natif de cette commune, a sa maison dans cette commune, et a fait toute sa vie comme avant d'être pape. Il a été archevêque de la commune de Pentling. Et le maire de Pentling me dit, Jean-Luc, j'ai l'occasion, je vais faire un voyage à Rome, est-ce que tu veux venir, je t'invite en tant que maire, est-ce que tu veux venir voir le pape? Tu penses bien. Et voir le pape à Pentling en tant que maire, ça a été inoubliable. J'ai accepté, bien sûr. On est parti, je suis parti avec les Allemands et une délégation italienne aussi. On est allé au Vatican. On a été reçus dans la salle à manger du pape, bugne à bugne. J'ai d'ailleurs une image mémoire de cet événement, parce qu'à un moment donné, je crois que c'est le plus beau souvenir que tu peux avoir dans une vie. Parce que après, tu es croyant ou tu n'es pas croyant, mais le pape, c'est quand même quelque chose. Voilà, c'est une rencontre. Voilà. Et on s'est trouvé vraiment, on a été très très bien reçus. Ce voyage, je ne l'oublierai jamais non plus. Voilà. C'est classe. Donc tu finis ton mandat de maire, mais en même temps, tu t'occupes de la radio aussi. C'est parce que c'est ça qui va nous intéresser particulièrement. Oui, mon mandat de maire c'est terminé, mais il s'est trouvé que dans mon équipe, il y avait un conseiller qui s'appelle Christophe Goutard, un mordu de radio FM. Qui bossait à Tarare chez nos amis de RVR. Radio Val de Reims, voilà, qui est très connu, effectivement, qui est sur Rouen, tout ça. Il m'a invité là-bas pour voir un petit peu comment ça se passait et tout ça. Et il me dit, Jean-Luc, j'aimerais bien créer une radio à Civrieux. Alors moi, j'ai écarquillé les yeux, je lui ai dit, mais c'est quoi, comment Il m'a dit, t'inquiète pas, je gère tout ça, mais il faut absolument, j'aime trop ça, il faudrait qu'on crée une radio à Civrieux. Bon, je lui dis, écoute, on en reparlera. Quelques jours plus tard, il revient me revoir dans mon bureau, il me dit, Jean-Luc, voilà, j'ai des contacts, on peut aller voir le CSA, qui gère la bande FM et tout ça, quoi. On ouvre la partie, je dis, bon, je t'accompagne. Il m'a dit, parce que c'est pour présenter le dossier, c'est juste pour voir s'il y a moyen d'avoir une bande FM. Et on n'a pas eu à faire beaucoup de chemin, parce que j'ai malheureusement oublié son nom, mais la présidente du CSA qui nous a reçus était une femme tout à fait charmante qui m'a dit « Monsieur le maire, votre projet nous intéresse, on est à fond dedans, je vous écris dans quelques jours. » Et quelques jours après, on avait une bande FM. Donc bande FM, qu'est-ce qu'on fait? On démarre la radio. Alors c'est Christophe évidemment. Moi en tant que maire, j'avais absolument pas le droit d'être partie prenante dans cette radio. Déjà qu'un conseiller municipal, parce que bien évidemment il a fallu des subventions de démarrage, il a fallu plein de choses. Donc au moment du vote des subventions, les conseillers nous ont suivis. Et on n'avait pas de local, et on a trouvé un local, c'était l'ancienne caserne des pompiers.
qui avait été, qui était vide. Et donc, la radio s'est installée à l'ancienne caserne des pompiers avec l'antenne sur le toit et tout le truc. Petite anecdote au passage, si tu permets. La radio démarre et quelques jours après, je reçois la visite très rapide des gendarmes et de la police de l'air me disant « Monsieur le maire, il faut absolument couper votre radio dans les plus brefs délais, sinon on vous embarque, parce que on émet dans les casques des aviateurs du Mont Verdun. » Eh oui, base militaire. Voilà. Ouais. Et il faut un filtre, il faut un truc, c'est encore là. Voilà. J'ai appelé Christophe, on a tout stoppé dans la journée, on a fait constater qu'on était vraiment au garde à vous, parce que on a quand même pris la trouille quand tu vois débarquer la gendarmerie, la police de l'air, le machin et tout. Et on a acheté je ne me rappelle plus la pièce, mais Christophe pourrait te le dire. Ouais, voilà, pour réduire. Un modulateur voilà, pour l'antenne. Voilà, réduire. Et donc on a pu continuer à émettre. Et là, il y avait une bonne équipe, il y avait un conseil d'administration, une très bonne équipe qui a bien bossé. Malheureusement, ou heureusement, mais là c'est ma faute, j'étais maire, on décide de réhabiliter la cure. Et donc on vire la radio. De réhabiliter la caserne de pompiers et aussi la cure. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de local. Il n'y a plus de local. Aïe, 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 grand coup de crise, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, on n'avait pas de local. Finalement, comme toutes les autres associations, on récupère un vestiaire dans la salle des sports et on met la radio dans la salle des sports, avec l'antenne sur le toit. Donc tout va très bien, Madame la Marquise. On a fait de très belles émissions, on a bien rigolé, on a fait de très bonnes émissions, tout ça. Tu as toujours couvert le patrimoine local, de toute façon, toi. Voilà. Et un nouveau souci, c'est que la nouvelle mairie, puisque j'étais plus moi aux commandes de la mairie, je ne m'étais pas représenté, décide de réhabiliter la salle de sport. Voilà. Bon, et donc, plus de local du tout. Voilà, déménagement de toutes les associations, coup de tractopelle dans les bâtiments, hein, c'est normal, et on nous loge maison des associations. Ah, pas mal. Voilà, sauf que pour une radio comme la nôtre, et vous pouvez voir l'organisation, être dans un local au milieu de toutes les autres associations qui rentrent, qui sortent, parce que c'est le clubhouse de tout le monde, c'est un peu délicat. Voilà. Donc on a fonctionné comme ça. Ils ont été très compréhensifs, hein, les autres assos, parce que on avait toutes les assos avaient leur casier, avec très compréhensifs. Et jusqu'au jour où on s'est mis à chercher quelque chose, quoi. Et voilà, donc le château qui nous propose de nous installer dans cette pièce. Donc ça, c'était l'année dernière, fin d'année scolaire, pendant le Covid, hein, fin d'année 2000, on est en 2022, ouais, 2019, voilà. En pleine répétition d'Antigone et de tout ça et de tout ça. Et là, grâce à toi, je rencontre Clément, Guillaume je connaissais évidemment, mais... Fais coucou. Clément, avec qui on a énormément échangé, et ces jeunes qui sont tes poulains et à qui tu as initié la vidéo et tout ça, m'ont dit, mais bon, la radio elle est dépassée, moi, il faut passer à autre chose, quoi. On va faire une web TV. Ils sont classe quand même, hein. Alors moi, j'aimais, comme quand Christophe m'avait proposé la radio à l'époque. Radio Val d'Azergue. Alors, il faut savoir, tu me disais, Elena, c'est parce que Christophe, qui travaillait dans la banque, a eu une mutation et est parti dans un autre département, donc il n'avait plus, il gérait plus Elena Radio, mais il est parti, il a emmené Elena dans ce département. D'accord, c'est pour ça, parce qu'il manquait juste l'épisode de la transition entre Elena et il est parti, il a transmis le siège social, c'est-à-dire que nous, on s'est retrouvés sans rien. En fait, on ne pouvait plus utiliser le logo Elena. Donc on s'est réunis, on a fait un conseil d'administration extraordinaire, et puis Guilhem, à l'époque, a bien voulu être mon adjoint et président, et on a décidé de s'appeler Radio Val d'Azergue. Donc jusque-là, on est resté dans la radio web, on n'émettait plus, puisqu'on n'avait plus d'antenne, on a pris un coup de tractopelle, donc on n'avait plus d'antenne, donc on émettait en web, voilà. Mais ils ont commencé à me talonner en me disant « faut changer, il faut changer hein. ». Et quand j'ai vu le boulot qui était fait avec toi au collège, j'ai dit oui, c'est une solution. Mais moi, j'y connais rien, hein, les gars. Je veux bien être président, mais vous... Voilà. Bon, qu'à cela ne tienne, Clément ne m'a jamais lâché. Et la chance qu'on a eue avec le directeur, c'est de récupérer donc ce local qui était nu. Et Clément m'a dit, bah, écoute, pendant les vacances de Toussaint, donc l'année dernière,
On met toutes nos forces, on cherche un peu d'argent. Donc on a eu la chance d'avoir le département qui nous a aidés et la mairie de Civrieux qui nous ont aidés au démarrage. Hein. On a acheté tous les matériaux que vous voyez ici. Ils se sont mis à faire des ateliers. Alors là, effectivement, tu en as des photos. Voilà. On a fait les 15 jours de vacances scolaires. On a aménagé tout ce local. On n'avait pas de caméra, à part celle de Guillaume et la tienne. Mais bon, nous, on n'avait pas de caméra, on n'avait pas de matériel, on n'avait rien. On a aménagé le local pour démarrer. Et on a démarré, tu t'en rappelles, le 30 décembre. Oui, c'est vrai. 30 décembre 2021. Ici, on a fait un lancement de notre chaîne. Et depuis, ben, on est fiers de ce qu'on fait. C'est vrai, ça croît. Et alors, comme perspective pour cette radio, tu as quoi? Alors, ben, je ne vais pas te dévoiler qu'on a une grosse réunion qui arrive dans les quelques jours prochains. Une réunion de travail, à la fois statutaire, parce qu'il faut qu'on remette les choses au clair, mais aussi une réunion de travail. Et ben, comme perspective, c'est d'abord à nouveau de recruter encore des jeunes et des jeunes et des jeunes qui veuillent bien vous faire développer cette radio, parce que moi je suis président, mais je suis là encore pour quelques temps, mais je vais leur passer la main. Hein. Je suis clair, hein, je ne veux pas... voilà. J'ai beaucoup appris, je me suis mis au montage, je me suis mis à la prise de son, je me suis mis à la prise de vue, je me suis acheté une caméra, voilà. Donc j'ai beaucoup appris. Et j'apprends encore. Par rapport à Elena, justement, au débarrage, tu as vu l'évolution justement de la radio. Enfin, comment tu résumerais ou qu'est-ce que tu dirais? Je résume en disant qu'on ne peut pas faire ce genre de choses sans avoir dans notre équipe des gens compétents et techniciens, ça déjà. Quand c'était Elena Radio, on avait Christophe qui jour et nuit veillait sur le serveur, mettait la musique en ligne, enfin voilà, dès qu'il y avait un problème, il courait relancer la FR, enfin c'était quand même assez... voilà. Et puis c'était une émission par semaine, hein, le talk, le fameux talk. Au passage, je remercie nos amis de Elena qui sont toujours avec nous hein, et qui continuent à être nos chroniqueurs. Alain, par exemple, ou bien Colette, ou bien André, ils sont toujours là. Yves aussi, voilà. Donc, ben voilà, nous, qu'est-ce que je vois pour l'avenir? J'aimerais arriver à poursuivre, et comme on a démarré petit, parce que, et j'en ai discuté avec les copains, on va essayer d'étendre notre visuel à d'autres communes, avec d'autres séquences, et j'attends de cette réunion des propositions. Ça va être bien. Non, mais parce qu'on est en phase de croissance et ce qui est très intéressant, c'est le lancement. Voilà. Et ce qui va après, c'est-à-dire la construction, c'est vraiment génial. Je suis de très près les connexions et les résultats de très très près parce qu'on me les demande. On est vraiment en phase de croissance. Oui. D'une part, on est en phase de croissance et je te remercie Olivier pour le sang que tu as apporté à la radio parce que avec ces émissions telles que celle de ce soir et tous les intervenants de très grande qualité que tu as eu depuis le début, on a une audition et un audimat quand même qui s'intéresse. Bon. Deuxièmement, tu nous as permis, grâce à toi, de relayer des émissions culturelles assez, sur le Moyen-Âge, sur plein de choses. Il faut la variété, mais ça reste qu'un point. Et après, il y a nos chroniqueurs travaillent sur des émissions différentes. Il y a le sport. Il y a le sport, il y a toute la ville locale qui est vraiment Et donc ça, importante. on va mettre des grilles en place, on va mettre des horaires, et on va essayer de s'y tenir. Parce que le talk... sur des conseils, en ayant plusieurs conseils, on l'a amélioré. Et le dernier talk a été une grosse réussite. Et au niveau de l'écoute et au niveau de... On a bien travaillé. Depuis, ben, on a, pour des raisons de santé et plein de choses, on n'a pas refait de talk. Et je pense que ce talk, il mérite d'avoir une autre envergure. Voilà. Donc on verra. Mais en tant que responsable, je fais confiance à tous ces jeunes qui sont pleins d'idées. Justement, à propos de ça, on avait vu justement avec notre principal, mais puis même tu en parlais, c'était le fait de faire que même les jeunes deviennent eux-mêmes reporters. Voilà. Et ça, je trouve que l'idée est partir vraiment sur le terrain. Très intéressante. Alors pour les jeunes, on en a un qui vient d'arriver, qui est en régie là aujourd'hui. Il y a papa-maman, on a toutes les autorisations, on se débrouillera pour les faire travailler sur des manifestations. Mais il faut qu'on arrive à avoir des binômes sur tous les postes déjà, de manière que s'il y en a un qui n'est pas disponible, on a le second qui est là, qui sait faire marcher les potentiomètres, qui sait faire marcher les caméras. Enfin, tu vois, c'est pas à toi que je vais apprendre le fonctionnement. Mais voilà, j'ai encore beaucoup à faire. Je passerai la main quand je serai sûr que tout fonctionnera bien. Et on a ici la Fondation des apprentis d'Auteuil qui nous fait confiance, qui sont là avec nous. Ils seront présents à cette fameuse réunion aussi parce qu'il y a des projets qui se sont
tramé. Depuis le mois de novembre, enfin même décembre, la rentrée scolaire, j'assure des cours et des enregistrements audio avec les élèves de 5e. Voilà, donc on commence à s'implanter. Ouais, voilà. C'est top. Je reviens en dernier parce que ça, c'est la dernière anecdote, mais il y a un truc qui m'a quand même fasciné dans ta vie. Alors je sais qu'on fait court un peu parce que sinon il y en a pour 2 heures, mais c'est bien aussi. Mais c'est qu'à un moment, tu me disais au début, tes parents sont installés donc à Bron, etc. Et tu avais des voitures très particulières. Et qu'à un moment, c'est ton papa qui a conduit, il me semble. Ah, c'est ça. Et c'est un truc fascinant. Alors, ça, c'est une anecdote. Alors, c'est pas à Bron, c'est en Tunisie. Ça, oh, pardon. Voilà. C'est quand mon papa travaillait chez General Motors. Il était en Tunisie, donc, puisque il était dans son garage responsable de la General Motors. La General Motors, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, c'est Buick, Chevrolet, les belles voitures américaines d'époque. À rallonge, avec 4-5 portières, vous savez, bon. Et c'était bien sûr la Jet Set qui utilisait ce genre de véhicule. Et mon père était dieseliste, donc c'était la pointe du progrès. Et moi, j'ai des photos et des images dans mes albums que j'ai gardés, parce que bien sûr mon père m'en a cédé, où on voit ces belles voitures américaines. Ils se sont d'ailleurs mariés dans une de ces voitures-là. Mais il faut savoir qu'à l'époque, elles avaient le téléphone, la clim, le réfrigérateur et tout le reste dans les voitures. On n'a rien inventé chez nous ici. Hein. Dans les années 60, en Tunisie, mais en Amérique surtout, on avait des belles voitures avec un confort. Et donc, évidemment, un certain nombre de ces véhicules étaient des voitures présidentielles. Et notamment chez les Américains, puisque General Motors est une filiale américaine. Et mon père était chargé de l'entretien du véhicule, il a été président, à l'époque il était vice-président de Nixon, tout le monde a entendu parler, et il en est devenu son chauffeur, voilà, donc attitré, quand il venait en déplacement avec sa Buick ou sa Chevrolet, je ne sais plus la marque, hein, mais en tout cas, voilà. Mustang et autres. Hein, voilà. Voilà, donc c'est une anecdote. Et j'ai dans mes papiers la carte de visite de l'ancien président Nixon que mon père m'a cédé en me disant « Garde ça, ça te fera un souvenir de mon passé. » Mais bon, voilà, on a des petits trucs comme ça. Merci Jean-Luc, c'était bien. Très bien, très bien. Ouais. Oui. Et merci à toute la régie, effectivement, parce que sans eux, ouais, faites coucou. Voilà. Ah, on fait coucou pour revenir au début de l'émission. Merci beaucoup, parce que sans vous, on ne ferait pas tout ça. Et c'est quand même classe. Alors Jean-Luc, au revoir et à bientôt. Merci. Au revoir à tout le monde à la prochaine émission. Merci Olivier. Repeating, comme on va dire.